Donc Jean-François Chaussy, avant 2005, il y avait les lois de 1975 et de 1987. Qu'est-ce qu'elles stipulaient? Quelles sont les différences? On en était où? La loi de 1975, elle avait comme particularité de s'intéresser aux structures. La loi de 2005 a comme intérêt de s'intéresser à l'homme, à la personne. Et voilà la différence fondamentale entre les deux. Et parce que vous m'en donnez l'occasion, je voudrais dire que toutes les évolutions qui ont eu lieu depuis 1975 et même avant sont dues, pour l'essentiel, aux associations qui ont inventé des situations nouvelles, qui ont inventé des remèdes nouveaux, qui ont inventé des accueils particuliers, qui ont fait en sorte qu'on puisse apporter de l'intérêt à la personne différente. Et ce sont les associations qui ont fait ces avancées sociales. S'il n'y avait pas eu d'associations, il n'y aurait pas eu un bouleversement social comme on l'a connu à l'après-guerre. La loi de 2005, c'est la loi de la simplification. Monique Pelletier l'a dit tout à l'heure, c'est la loi de l'espérance, c'est la loi des espoirs qu'on peut donner aux personnes handicapées. Mais je suis choqué en tant que parlementaire, rapporteur de cette loi de 2005, d'avoir fait voter une loi sur l'égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation des personnes handicapées. Je vous demande de réfléchir à ce titre de la loi. Il est significatif parce que déjà, on met à part des gens considérant qu'ils ne sont pas citoyens, qu'ils ne participent pas, qu'ils n'ont pas l'égalité des droits et des chances. On les reconnaît comme tels. Alors que, de mon point de vue, c'est le droit commun qui doit s'appliquer à tous. La personne handicapée est une personne comme les autres, avec sa différence, avec sa spécificité, certes. Alors, pour que la loi fonctionne bien, il faut des moyens humains, des moyens techniques et des moyens financiers. Les MDPH fonctionnent sous le contrôle des départements. Et les conseils généraux font les efforts nécessaires, partout, pour le bon fonctionnement des MDPH. Et puis, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, cette fameuse caisse du lundi de Pentecôte, apporte des financements complémentaires. Je dirais qu'il n'a pas évolué, il a été conforté, parce que c'est une des caractéristiques de la loi de 2005 par rapport à la loi de 87. La loi de 87 qui portait justement sur l'emploi, en l'occurrence pour la GFIP en milieu ordinaire de travail. Donc de ce point de vue-là, ça a renforcé le rôle de la GFIP à travers la réaffirmation du taux d'emploi de 6%. Et la loi 2005 a eu un autre effet, alors que ce n'est pas directement la GFIP, mais qui n'est pas négligeable, c'est de créer au sein des services publics l'équivalent de la GFIP, qui n'existait pas, et qui est aujourd'hui le FIPH-FP. Donc, ce qui fait que tous les employeurs de France et de Navarre aujourd'hui, dès lors que les établissements sont de plus de 20 salariés, ont l'obligation d'emploi et surtout l'obligation de verser une contribution s'ils ne satisfont pas à cette obligation par le seul emploi. Avec la loi de 2005, il a été introduit une majoration de la contribution pour les établissements qui se trouvaient en situation de ne pas avoir fait autre chose que de payer la contribution pendant plus de 3 ans. Alors, tout le monde a entendu parler des fameux 1500 fois le SMIC horaire. Ça a tellement, impressionné, pour ne pas dire affolé, qu'on nous a prédit des montants de contribution exceptionnels et on nous a dit les entreprises vont toutes devoir payer ces 1500 fois le SMIC horaire. À la sortie, si j'ose dire, aujourd'hui, il y a moins de 1000 établissements sur les 122 000 qui contribuent qui se sont trouvés à devoir payer cette surcontribution en 2010. Après tous les effets, je ne reviens pas sur tout ce qui a été fait pour ça. Avant la loi de 2005, donc l'année 2005, dernière année d'exercice de la loi de 87, notre contribution était de 430 millions et quelque chose. Année 2006, donc versée en 2007, la contribution est passée à 604 millions. Vous voyez le bond que ça représentait, je pourrais revenir pour l'expliquer, mais c'est très net. Depuis 2007, 2008, 2009, 2010, c'est en baisse. J'ai pris les chiffres pour ne pas dire de bêtises, 580 millions, 574, 552, et on attend 545 payés le 15 février 2011. Donc ça montre bien, ces simples chiffres, que les personnes handicapées ont trouvé plus de travail ou ont mieux conservé leur travail dans les entreprises assujetties. Est-ce qu'on pourrait faire un point justement, quel est le pourcentage de personnes handicapées en France aujourd'hui? Monique Pelletier nous l'a dit, mais la part des chômeurs dedans Alors,
peut-être d'abord rebondir sur vos chiffres, qu'on apprécie beaucoup que vous donniez cette évolution qui est très positive. D'une part parce qu'en 2005, échappaient encore certaines entreprises et certains emplois qui maintenant ont été pris en compte dans les calculs. Mais je voudrais simplement dire la chose suivante. Tout ce qu'on peut appeler dépenses constitue en fait des ressources pour un très grand nombre de personnes, d'individus et d'organismes. Grosso modo, le budget social du handicap, c'est 30 milliards, d'après les chiffres du ministère de la DARES, de ce qu'on a pu recalculer. 30 milliards d'euros. 1,8% du PIB, produit intérieur brut, pour ne pas garder trop de sigles. C'est quand même une somme considérable et y échappent dans ces calculs les dépenses d'hospitalisation et bien sûr tout le bénévolat. Donc moins de 300 000 travailleurs handicapés dans 126 000 établissements donc, qui ont plus de 20 salariés, et les chiffres étant de 2007, j'ai tout ramené à 2007 pour que ce soit comparable. Alors attention, quand je vous dis qu'en équivalent temps plein, ces travailleurs représentent 2,4% des effectifs des établissements, c'est parce qu'à la DARES, on calcule tout en équivalent temps plein, pour deux raisons. D'une part, pour que les chiffres soient comparables d'une année sur l'autre, d'autre part, pour qu'ils soient comparables au niveau européen, puisque c'est ainsi que l'on fait. Alors, ces 262 000 travailleurs handicapés correspondent quand même à plus d'un établissement sur deux, donc employé directement un bénéficiaire donc, de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, 56% exactement, et 1 sur 4 a uniquement versé, mais depuis 2007, ça a un tout petit peu évolué, une contribution financière. Ce taux d'emploi varie énormément avec la taille de l'entreprise, avec le secteur d'activité, avec le lieu d'emploi. Enfin, il faut aller voir très finement ce qu'il est sûr, ce dont on est certain, c'est que les hommes et les plus de 40 ans donc, restent très majoritaires parmi les bénéficiaires. On aurait pu ajouter ceux qui sont faiblement qualifiés, d'où l'intérêt de tout l'accueil des enfants, des adolescents, des étudiants en université, car c'est par la qualification aussi qu'on lutte contre le non-emploi des personnes handicapées. Changeons les mots pour faire changer les choses. Implication, scolarisation. Ça, c'est la loi qu'il a voulu. Alors, pour scolariser, bien entendu, il y a des complications. Oui, ça, c'est loin d'être les complications passent par le recrutement des auxiliaires de vie scolaire. Alors, je milite actuellement avec d'autres de mes collègues, avec Marianne Monchamp, qui était secrétaire d'État aux personnes handicapées, et d'autres, pour la création d'un nouveau métier d'accompagnement, qui est le métier qui permettra d'accompagner une personne handicapée tout au long de sa vie, tout au long de son quotidien de vie. C'est un nouveau métier avec un nouveau statut, avec un statut spécifique, avec une rémunération, avec une formation. Ouais. Ça permettrait aux familles ou aux personnes en situation de handicap de pouvoir vraiment choisir la personne qui l'accompagnerait voilà. tout au long de sa vie. Et d'aller sur une réponse de proximité, une réponse adaptée.